Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler des espaces maritimes et de leur appropriation par les États. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant ou en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a créé pour la première fois des espaces maritimes uniformes au niveau mondial. Avant cela, chaque État définissait lui-même unilatéralement son emprise sur son littoral. L'auteur Cornelius von Benkershoek a théorisé en 1703 le fait que potestas terrae finitur ubi finitur armorum vis. Le pouvoir de la terre s'arrête là où s'arrête la force de ses armes. Cela pouvait être interprété en pratique comme la portée d'un canon, c'est-à-dire 3000 nautiques, comme l'a fait l'auteur Fernando Galliani en 1783 et adopté par les États européens. Cependant, les Scandinaves lui ont préféré 4000 nautiques et les États méditerranéens 6. Au XXe siècle, l'URSS s'est quant à elle octroyé une souveraineté sur son littoral jusqu'à 12 000 nautiques de ses côtes et certains États latino-américains jusqu'à 200 000 nautiques, d'où la nécessité d'uniformiser les règles au niveau international. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer prévoit de nombreux espaces maritimes assortis de leur régime. On retrouve d'abord les eaux sous souveraineté de l'État côtier, avec les eaux intérieures, dont font partie les baies et les estuaires, jusqu'à la limite transversale de la mer. Celle-ci coïncide la plupart du temps avec la limite de salure des eaux qui sépare le domaine public maritime et le domaine public fluvial en droit français, l'intérêt de la distinction étant une question de compétence administrative. Ainsi que la mer territoriale, située à proximité immédiate du littoral jusqu'à maximum 12 000 nautiques. On retrouve également des eaux dans lesquelles l'État côtier exerce des droits souverains, tandis que c'est la compétence de l'État du pavillon qui s'applique dans toutes les autres matières. Parmi elles, nous retrouvons donc la zone contiguë, dans laquelle l'État du pavillon exerce sa compétence exclusive, sauf dans les domaines de l'immigration, sanitaire, douanier et fiscal. Nous retrouvons également la zone économique exclusive, ZE, entre 12 et 24 000 nautiques de la ligne de base qui sert de référence de départ, où l'État côtier est compétent en matière d'exploitation et d'exploration des ressources naturelles et en matière environnementale de lutte contre la pollution. Nous retrouvons également le plateau continental, qui peut être étendu selon des conditions précises, qui fait partie de la haute mer mais qui est soumis à un régime spécial où la compétence de l'État riverain s'applique en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation du plateau continental. Et enfin, la haute mer avec la zone au-delà de toute juridiction nationale. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer prévoit également des régimes spéciaux pour les détroits servant à la navigation internationale, par exemple le détroit d'Ormuz, ainsi que les eaux archipélagiques, comme en Indonésie, afin de permettre le trafic international dans ces espaces clés, puisqu'ils constituent des passages obligés le long des autoroutes maritimes, qui permettent notamment le commerce international, vital pour notre économie mondialisée. Ces espaces obéissent donc à des règles concernant les conditions et modalités de la navigation. Chacun de ces espaces maritimes fera l'objet d'une vidéo expliquant son régime de manière plus approfondie. Nous y étudierons les règles et conditions de délimitation et pourrons constater qu'elles peuvent donner lieu à des interprétations différentes. Ainsi, le fait pour les États de s'approprier le territoire maritime est plutôt récent puisqu'il a été réellement introduit seulement en 1982 avec la Convention de Montego Bay. Les progrès technologiques récents ont conduit à étendre le désir d'emprise des États côtiers sur la mer par des déclarations unilatérales, alors que le principe de mare liberum, liberté de la mer, défendu par Hugo de Grotte, dit Grotius, dans son ouvrage du même nom, paru en 1609, a longtemps prédominé par opposition au principe de mare clausum, défendu par John Selden dans son ouvrage de 1635. Ces appropriations territoriales, par l'usage de la force
faibles ou modérés, comme c'est le cas de la Chine, qui met en œuvre des stratégies destinées à s'approprier une part grandissante des zones maritimes avoisinantes, en particulier en mer de Chine, pour des raisons historiques, mais également économiques. Pékin emploie ainsi des milices maritimes, ces navires en apparence civils qui, sous couvert d'activités halieutiques et de pêche, font pression sur les bâtiments civils d'autres États de la région et jouent ainsi un rôle dans la stratégie navale chinoise. En 1974, déjà, les milices ont participé à la bataille des îles Paracel entre le Vietnam et la Chine, où ont été utilisées pour débarquer des troupes chinoises. Plus récemment, en 2016, plus de 230 navires de pêche chinois se sont rendus au large des îles Senkaku, revendiquées par la Chine et le Japon. Ainsi, l'affirmation de prétentions territoriales normalement invalides juridiquement se fait par l'intimidation ou par des conquêtes de fait. Afin de lutter contre ces appropriations de fait, des États, comme les États-Unis notamment, mènent régulièrement des FONOPS, Freedom of Navigation Operations, ces exercices visant à garantir la liberté de navigation dans une zone maritime à la souveraineté contestée. D'autres conflits de revendication moins vindicatifs existent, comme c'est le cas au Canada, qui considère la baie d'Hudson, située dans l'océan Arctique, comme faisant partie de sa mer intérieure, et qu'il a d'ailleurs introduit légalement dans sa loi du 10 septembre 1985 des lignes de base enveloppant toutes ces terres émergées. Par conséquent, le Canada s'accorde le droit exclusif d'accorder ou de refuser le passage à tous les navires. En effet, l'intérêt n'est ici pas commercial, mais du fait des risques liés à la sécurité et à l'environnement en raison de la navigation polaire périlleuse. Cependant, cette interprétation, pour le moins large, du statut juridique des eaux de la baie d'Hudson ne fait pas l'unanimité au sein de la communauté internationale. Ainsi, il existe encore de nombreux litiges dans le monde qui doivent être résolus par voie diplomatique entre les États concernés devant la Cour internationale de justice ou un tribunal arbitral avant d'être actés par voie d'accord international. Ainsi, nous pouvons constater que la Convention de Montego Bay est venue uniformiser le droit de la mer, notamment en matière de délimitation maritime, et chercher un équilibre entre liberté de la mer et l'octroi de droits souverains, notamment en prenant en compte les enjeux économiques des États, et notamment ceux des États en développement, comme nous le verrons plus en détail dans d'autres vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.